Dame Guillemette, ayez la bonté de m'éclairer, je vous prie. Quel étrange appareillage apportez-vous là? On appelle ce noble ouvrage de ferronnerie une ceinture de chasteté, Votre Altesse. Il se trouve que j'ai été missionné pour l'apporter ici à votre intention. À mon intention? À votre intention. Un cadeau de votre père, le duc Philippe, pour fêter votre 17e anniversaire. Voilà qui est fort attentionné de sa part, d'autant que je suis certaine que le grand homme me reconnaîtrait à peine s'il me croisait dans un couloir. Elle paraît joliment ouvragée, mais par la Vierge Marie, qu'est-ce qui explique quelle est l'allure d'une culotte et qu'elle soit en fer forgé? Pour une ceinture, cela n'a rien de très confortable. Elle a vocation à vous protéger, Altesse. Me protéger? Mais de quoi? Et quelle utilité peuvent bien présenter ces petites dents de métal à l'intérieur de cet orifice en amande? Eh bien, si par malheur un damoiseau cherchait à se faufiler dans votre intimité, avec l'intention vicieuse de déflorer votre honneur, son grossissement s'en trouverait déchiré pour le compte. Son grossissement? Pour l'amour de Dieu, Guillemette, m'avez-vous bien observé? Mon nez, mes sourcils épais, mes dents écartées et mes seins lourds. Toute fille cadette du duc que je suis, si un homme cherchait à se faufiler dans mon honneur, par tous les saints, il faudrait lui dresser une statue. Mille pardons, Altesse, mais les mâles qui s'émoustillent des rondeurs sont plus nombreux qu'on le prétend. Par ailleurs, on m'a défendu de tenir compte de vos récriminations. Le duc vient de vous promettre en mariage. Vous m'en voyez désolé, mais il va falloir procéder à la mise en place. Telles sont ses instructions. Y déroger, vous garantirez le fouet et, pour moi, une punition pire encore. Et résultat de notre rébellion, vous seriez obligé de la porter tout de même, et vous auriez brisé ma vie. Les yeux de Morgiane s'éclairent. Je vous aime bien, Guillemette. Le contraire paraîtrait scandaleux. Je vous sers de nourrice depuis votre venue au monde, et nul ne connaît gouvernante plus attentionnée que moi. Qui vous a appris le langage des sylphes et la pratique de la langue de vipère, si utile pour moucher les importuns? À présent, cessez vos enfantillages, jeune fille. Allongez-vous dos sur ce lit, retroussez votre robe et soulevez le bassin. Je vais œuvrer aussi délicatement que possible. Dame Guillemette, vous est-il arrivé vous-même de porter ce genre d'instrument? Évidemment. Je suis de petite noblesse, mais mon père avait pris le parti de préserver ma virginité en prévision d'un bon mariage. À présent, en position. Ce fut le cas? Cela va de soi, sinon mes atours sentiraient le crottin boueux du fond de ma cambrousse et non le délicat parfum de la cour du duc. Cela vous a-t-il rendue heureuse? Quelle drôle de question! Pas moins qu'une autre, je suppose. À présent, et comment dire, cette ceinture, elle n'empêche pas d'accomplir nos besoins naturels? Il faut faire attention si vous usez de tissu pour vous essuyer, c'est sûr. Mais on prend vite le coup de main. Je vois. Et admettons que mon escarcelle me démange. Est-il tout de même envisageable d'y mettre les doigts pour se procurer du soulagement? La dame de chambre soupire et fronce les sourcils, le temps de quelques battements de cœur. Je vous mets en garde, jeune gourgandine. Vous connaissez très bien les interdictions de l'Église à l'égard de ce genre de pratiques perverses. Vous vous méprenez, Guillemette. Je m'interrogeais simplement sur ce qui se passerait si quelques boutons ou rougeurs venaient un jour ou l'autre à tirailler ma peau. La femme de chambre tord sa bouche peu convaincue. Toujours vous vous êtes montrée effrontée, Morgiane. Il m'étonnerait que vos mots reflètent la vérité. Mais je vais faire comme si je vous croyais. La chose de frottage est réalisable. Il faut simplement prendre certaines précautions et ne pas laisser le plaisir de la caresse envoûter vos doigts. De brusques soubresauts risqueraient de leur occasionner de sévères coupures. Guillemette, vous aussi vous m'appréciez, n'est-ce pas? Si l'on exclut que vous soyez la plus entêtée des jeunes dames et que vous m'ayez fait tourner en bourrique plus souvent qu'à mon tour, je dois reconnaître que oui,
Vous ne souhaiteriez pas que je me blesse? Cela va sans dire. Et vous ressentez de la compassion pour la privation de liberté que l'on cherche à m'imposer? Quelque peu. Dans ce cas, vous pourriez oublier les clés de cette maudite ceinture sur ce coffre juste 1 heure ou 2. Il se trouve que je connais quelqu'un qui a ses entrées dans le quartier des Ferronniers, et je dois sortir en ville. Je les replacerai au même endroit à mon retour. Vous n'aurez qu'à repasser les prendre dans l'après-midi, lorsque vous vous rendrez compte de votre étourderie. Vous escomptez en faire réaliser une copie que je conserverai précieusement en toute discrétion, uniquement pour les cas d'urgence. Vous avez ma parole. Cour du duc de Bourgogne au château d'Harcourt peu avant l'aube du 19 mars 1365, librement inspiré de brouillons attribués à Cusin Consort, le fou du duc. Le damier de pierre noire et blanche ornant les tours du palais d'Harcourt le plaçait au premier rang des édifices les plus majestueux du domaine bourguignon. Édifié lors d'une alliance éphémère entre les elfes salinesti et les nains de Corravière, il s'élançait au ciel, ponctué de terrasses arborées et de parois végétales. Une union contre nature de plantes et de grès, de verdure et de schiste, que l'actuel duc Philippe le Hardi avait jugé adaptée à des tractations diplomatiques entre puissances ennemies. En l'occurrence, son propre duché, d'une part, et la délégation menée par Olivier de Montfort, connétable et légat du roi de France, de l'autre. L'ambassade française s'était présentée devant les portes d'Harcourt 2 semaines auparavant, bannière et étendard au vent, avec pour objectif affirmé de désamorcer le conflit qui couvrait avec la Bourgogne. 4 ou 5 grands seigneurs en habit de cour, accompagnés de leurs dames, de leur suite et d'une vingtaine d'hommes d'armes en guise d'escorte. Les émissaires du royaume des Lys avaient pour mission de garantir la paix sur la frontière sud de l'île de France, afin de permettre à l'armée française de se rassembler pour mettre un terme aux incursions et aux pillages anglais dans le nord, en Artois et en Flandre. Il y avait fort à parier qu'ils étaient prêts à payer cher pour s'assurer la tranquillité dans les mois à venir. À Harcourt, le chambellan du duc avait installé Olivier de Montfort, sa fille Aliénor, et leur entourage dans l'aile ouest du château, la plus lumineuse et la mieux chauffée, afin de leur faire honneur. C'est là, dans la semi-obscurité de l'aube naissante, qu'un seigneur au torse dénudé et au visage affirmé s'extirpa d'une chambre, écartant le moins possible le battant de la porte donnant sur le couloir. Avant de quitter la pièce, son regard s'attarda sur un lit où l'on devinait une femme alanguie. Il referma derrière lui avec précaution, puis pressa le pas en direction de ses propres appartements, de l'autre côté d'un palier proche. Tandis qu'il traversait la petite esplanade, une forme jaillit de l'escalier à sa droite et s'interposa. Peu sensible au charme des surprises, l'homme de guerre dégaina son épée du fourreau qu'il tenait à la main. « Qui vive !» La silhouette barbue se figea dans un tintement de clochette, le coude appuyé à la paroi du couloir et lança d'un ton grave teinté d'ironie. « La sagesse du duc en personne, monseigneur. » L'importun, de stature modeste, à la fois corpulent, un rien difforme et d'une surprenante souplesse, produisit une courbette alambiquée. Le baron Olivier de Montfort, poil ras sur le crâne, la quarantaine triomphante, barbe bien taillée, sourcils épais et yeux d'un bleu d'azur, plissa le regard tout en abaissant l'acier de son âme, soulagé de ne pas avoir à défendre sa vie. Le baron Olivier de Montfort. « Par Saint-Michel, tu es le bouffon du Hardi !» Les rumeurs de l'existence de ma modeste personne ont franchi collines et rivières jusqu'à faire vibrer la cire de vos oreilles. Je ne pouvais rêver plus bouleversement compliment. Cusin Consort, inspiré par les dieux des facéties, pour votre plus grand bonheur, votre seigneurie. Le légat lâcha un rire dédaigneux. Je n'ai nul besoin que ta langue acérée me bourdonne aux oreilles alors que le soleil n'est même pas levé. Tu veux mon bonheur? Alors hors de ma vue, vermine difforme!
Le connétable tenta de passer outre, mais d'une pirouette, l'histrion lui barra la route, le toisant depuis la moitié de sa taille. « Ô douleur, votre saillie si inventive me blesse, moi qui n'ai défié la fatigue de l'aurore que pour avoir la joie de vous porter assistance. En effet, permettez-moi de vous faire remarquer, monseigneur, qu'à en juger par la porte précise que vous venez de franchir, tout laisse penser que vous vous êtes trompé de chambre. » La menace sous-entendue fit pâlir Montfort. Il rengaina son épée d'un air 2 fois plus menaçant que lorsqu'il l'avait tirée, et la posa vivement au sol. Le fou ne sembla pas s'en soucier et enfonça le clou. « Le chemin menant à vos appartements ne présente pourtant qu'un seul et unique couloir rectiligne, et pas la moindre bifurcation. Vous ne l'aviez pas remarqué ? Un si grand combattant doté d'un si piètre sens de l'observation, c'est déplorable. Mais n'ayez nulle crainte, je vais vous donner un point de repère. Au cas où je devrais vous l'apprendre, il se trouve que vous venez de quitter, avec un air fort fatigué, la chambre accueillante de dame. Le légat du roi de France saisit le fou par le col et le plaqua au mur, grognant entre ses dents serrées. « Claque-gueule, le farfadet ! Sache que c'est une sale idée de me compter querelle quand on ne mesure que 3 pieds de haut. Une très sale idée. » Vous m'en direz tant. Par malheur, je n'ai pas le pouvoir de changer la réalité. Tu t'entêtes à me provoquer ? J'aimerais qu'il en soit autrement, cependant. Resserrant son étranglement d'une main, l'homme d'armes tâtonna de l'autre sur les vantaux de bois de la fenêtre à proximité, s'empara de la poignée et l'ouvrit. L'air s'engouffra comme une respiration glacée dans la modeste ouverture. « Inutile d'en arriver à de si fâcheuses extrémités, votre seigneurie !» parvint à éructer le bouffon, les cheveux en folie dans le courant d'air. Mais l'autre ne l'écoutait pas. Visiblement décidé à le défenestrer, il commença à pousser son corps vers l'extérieur. « J'ai laissé des lettres ! J'ai laissé des lettres !» Le ton du fou donnait à penser qu'il s'agissait là d'une précaution suffisante pour lui épargner la mort. Inquiet et circonspect, Olivier de Montfort marqua un temps d'arrêt, puis ramena le nain dans le couloir, à nouveau dos à la paroi, l'avant-bras vissé sous la gorge. « Parle en chuchotant, bouffon, sinon j'écrase ta pomme d'Adam et je te l'enfonce dans l'estomac, c'est compris ?» Cusin consort acquiesça de la tête moitié étouffée, moitié souriant. « À présent, explique-toi. »« Il se trouve que j'ai eu l'occasion d'assister à votre manège hier matin, et avant-hier également. J'ai entendu des bruits, de fort jolis bruits. Étouffés, certes, mais quand on a l'oreille collée à la porte... Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire. Au passage, toutes mes félicitations à tous les deux. Les gémissements de la dame comptaient parmi les plus charmants qu'il m'ait été donné d'entendre. Tu es fou de dire de telles choses alors que je peux te réduire au silence en un claquement de doigts. Je plaide coupable, c'est mon métier. Tout le monde n'a pas la chance de naître grand seigneur. Mais, à ma décharge, j'ai confié des lettres à plusieurs compagnons pour expliquer de quoi je vous soupçonnais. J'ai précisé que je comptais venir vous en parler à cette heure précise. Si jamais quelqu'un m'entendait hurler ou si je disparaissais, il serait aisé de vous incriminer auprès du duc de Bourgogne. Preuve ou non, cela ruinerait les pourparlers que vous avez entamés au nom du roi de France. Un homme peu enclin à la clémence, à ce qu'on prétend. Dans le silence qui suivit, les battements de cœur du fou semblaient presque audibles. Le légat du roi commençait à prendre conscience que la situation n'était pas autant à son avantage qu'il l'avait cru. Contrairement à l'adage d'Ésope, la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Cusin consort n'osa pas formuler l'idée à haute voix, estimant avoir pris suffisamment de risques comme ça. En relâchant la pression, le connétable de Montfort reprit d'un ton sévère. « Certains grands de la cour m'avaient mis en garde contre ton insolence, tes vices et tes sales manières, le nain. À présent, crache le morceau. Dis-moi quelle somme tu réclames. Fouinonné vérolé !» Le fou du duc préféra garder pour lui la répartie acerbe qui lui montait aux lèvres au sujet du propre nez du baron. « Si ceux qui vous ont dit du mal de moi savaient ce que je pense d'eux,
ils en auraient dit bien davantage. En tout cas, sachez que je ne désire aucun argent, monseigneur. Il est vrai que je sais des choses sur vous, mais mon silence est le cadeau que je vous offre pour mettre vos faux pas en sécurité. Ne me remerciez pas, il se trouve que j'ai un contentieux avec mon suzerain, le duc Philippe le Hardi. Et, à cet égard, vous allez me rendre un petit service. Huit ans. 8 ans que le chevalier breton Gérard de Rais avait racheté la compagnie au fameux bâtard de Cosigan. 8 ans qu'il l'avait modestement rebaptisé les Loups de Rais et engagé au service d'une douzaine de seigneurs à travers le Saint-Empire, l'Angleterre et la France. Cette unité d'élite, maîtresse dans l'art du coup de poing et de l'espionnage, trouvait aisément preneur en ces temps troublés. Et chacune de ses missions s'était soldée par un franc succès. La seule exception avait été à Reims, lorsque le détachement, décimé par la peste, avait échoué à ouvrir les portes de la ville à Édouard III d'Angleterre, qui voulait s'en emparer. Et encore, les Loups de Rais étaient-ils parvenus à ramener un otage, cousin du roi, en guise de lot de consolation? Malgré la bonne réputation de sa compagnie, certaines évolutions récentes préoccupaient le capitaine breton. D'un pas lent, il pénétra dans la pièce baignée de lumière, depuis laquelle il avait l'habitude d'administrer ses affaires. L'endroit fleurait le cuir et le bois, avec une pincée d'odeur de poussière pour lui rappeler d'où il venait. À travers de larges fenêtres, le soleil printanier illuminait 2 tentures à fil d'or et un tapis d'Orient. Si l'on additionnait ces merveilles aux armoires marquetées, aux bureaux de bois rare, aux coffres d'adamante et aux 3 toiles de Constantia van Eyck, il y en avait en ces lieux pour une somme indécente. Ces biens matériels réchauffaient le cœur de Gérard de Rais. L'argent gagné devait bien servir à quelque chose, n'est-ce pas? Gérard de Rais frotta son œil borgne recouvert d'un bandeau de tissu, et le tiraillement douloureux qui en résulta le ramena à ce qu'il était venu faire dans cette pièce. Le rituel de sang allait le faire souffrir, et, aussi coutumier de la douleur soit-il, cette perspective ne lui plaisait guère. Il soupira, grimaça, tergiversa, puis se résolut à approcher du buffet pour s'emparer d'une bassine en étain, d'un stylet, d'une cruche d'eau et de serviettes propres. Il déposa le tout sur son bureau, hésita encore et prit le parti de ne pas s'asseoir tout de suite. L'angoisse n'était pas si simple à surmonter. De l'une de ses poches, il sortit un briquet alchimique et le contempla. Cadeau de la comtesse de Champagne en personne. L'objet elfique était ciselé d'écritures et de runes anciennes. De Rais prononça le mot « mur », feu en angle elfique, du bout des lèvres, et la mèche s'illumina d'une étincelle dorée. Grâce à elle, il alluma 2 bougies dans des lanternes de métal avant d'articuler « Nurnir » pour la faire disparaître. Après quoi, il traversa la pièce jusqu'à la fenêtre dont les vitres givrées déformaient la vue sur la place ensoleillée du marché 3 étages plus bas, ainsi que sur les maisons à colombage en face. Quelqu'un pouvait-il le voir? La réponse n'était pas évidente. Il ne lui restait qu'un œil et ses 47 ans révolus avaient érodé l'acuité de sa vision. Qu'à cela ne tienne. Il ferma les volets intérieurs et se retrouva pour ainsi dire dans le noir. Mieux valait s'assurer qu'aucun regard indiscret ne puisse assister à ce qu'il s'apprêtait à faire. La flamme elfique transmise aux bougies générait une aura de chaleur contrastant avec la froidure du dehors. En cette année 1365, l'hiver ne voulait pas finir. Bon, plus d'échappatoire. Revenant à contre-cœur vers le centre de la pièce, le chevalier s'approcha du fauteuil, détacha son épée, la plaça en équilibre contre l'un des accoudoirs, puis posa ses fesses aussi confortablement que possible sur le velours. Ses doigts de mercenaire sortirent une gemme polie d'une pochette qu'il portait en pendentif.
De forme pyramidale à 3 pans, grise, ciselée d'écritures anciennes, elle mesurait environ un demi-pouce. Une pierre d'Okma, ou Okram, l'une des 3 ayant autrefois appartenu au bâtard de Kosigan. Une saleté d'objets ensorcelés qui semblait prendre plaisir à s'incruster dans votre nuque pour répertorier la totalité de ce que vous voyez, entendez, pensez et ressentez. Utile pour éviter de se planter en relatant le contenu d'une conversation, au mot près, ou pour prendre conscience a posteriori de détails susceptibles de vous échapper dans le feu de l'action. On pouvait également récupérer les souvenirs d'un mort ayant eu la malchance de clamser avant d'avoir pu rendre des comptes. Malheureusement, pour coucher le contenu de ce foutu caillou sur un parchemin, il fallait que le transcripteur se taillât jusqu'au sang et qu'il autorise la pierre d'Okma à s'emparer de son esprit pour entamer un processus d'écriture automatique. Gérard de Rais n'avait jamais aimé écrire. Le souvenir du moine qui le battait, enfant, pour le forcer à tenir une plume lui fit serrer le poing. Il le rouvrit lentement pour contempler la petite pyramide au milieu de sa paume. Les doigts parcourus d'un léger tremblement. Il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. C'est lui qui avait insisté pour que le bâtard lui cède l'un de ses précieux mouchards. Allez, courage. Bien sûr, il aurait pu envoyer la pierre directement à son commanditaire pour qu'il se débrouille avec. Mais il était hors de question de se priver de cet objet inestimable. Et puis, il maîtrisait suffisamment les paroles de la 4e prière d'Okma pour que son âme ait peu de chance d'être déchirée dans le processus. Il n'y avait aucun risque, se répétait-il. N'empêche, il ne se sentait pas pressé. Respirant un grand coup, il déposa la gemme au centre de la bassine, râla par principe, histoire d'informer l'univers de son mécontentement, puis releva sèchement sa manche gauche. Il cueillit le stylet sur la table, s'entailla l'intérieur de l'avant-bras, grogna de douleur et laissa pisser le sang sur la gemme au fond de la cuvette. Pour finir, les dents serrées, il scanda l'antique litanie dédiée à Okma. Les mots frémirent, formant des volutes de minuscules lettres d'encre qui imprimaient l'atmosphère avant de s'évanouir à la manière de la fumée au-dessus d'une autre chaude. La source qui englobe toute réalité et donne corps à la magie se déploya en nuages de sons, d'air et de sang. Tout autour de la pierre, des filaments rouges tissaient un écheveau dense, semblant vouloir siphonner le fluide vital du système veineux du mercenaire, un peu comme on tire le fil d'une pelote. De Rais gémit de trouille. Il était conscient qu'il devait finir au plus vite pour éviter de se faire saigner comme un cochon. Mais il manquait de l'expérience des véritables sorceliers. Dans sa hâte, les mots gutturaux de la prière furent déformés. La punition ne se fit pas attendre. Ses veines se tordirent comme des serpents, donnant l'impression de se hérisser d'épines. Il jura intérieurement, s'appliquant de son mieux à reprendre le contrôle. La sueur lui coulait sur le front et sa langue était lourde. Il écorna encore un mot, et la pression dans ses artères fit jaillir un goût de fer dans sa gorge. La souffrance montait en flèche. Les battements fous de son cœur hurlaient dans ses oreilles et des phosphènes dansaient sur le pourtour de son champ de vision. De justesse, il parvint à retrouver le cours normal de l'incantation. Un instant avant que la douleur ne lui fasse perdre conscience, et les tourments qu'il endurait s'achevèrent en même temps que le rituel. Essoufflé, la moustache rougie, le cœur au galop, il s'autorisa à enchaîner une dizaine de jurons bien sentis. Pas très utile, mais ça soulage. Le moment le plus périlleux était passé, mais il restait la phase d'écriture. Au cœur du réceptacle, la gemme, désormais saturée de sang, émit une lueur surnaturelle, comme un scintillement dans l'œil d'un démon. Une puissance invisible investit d'un coup l'esprit du mercenaire, aussi écœurante que des doigts ignobles forçant une culotte innocente. Avant de se retrouver entièrement sous contrôle, De Rais, secoué de nausée, rapprocha les vélins, s'empara d'une plume et ferma le dernier œil qui lui restait. Aussi brutalement que l'on claque une porte, le présent céda la place au passé. Un tourbillon d'images, d'avancées prudentes, de flambées de violence, de mauvaises rencontres, rythmées par les tambourinements de son cœur, les hurlements et les odeurs.
Le déroulement de l'opération de kidnapping qu'il avait menée la veille se déployait dans sa mémoire, dans les moindres détails. Sa main, ensorcelée par la magie, se mit à les retranscrire avec une célérité digne des messagers des dieux. Ce rapport, il devrait ensuite le faire parvenir à son commanditaire. Cela représentait un point important du contrat. Personne dans les rangs de la compagnie ne soupçonnait que Gérard de Rais possédait un ocrame, et cela valait mieux ainsi. L'Église se montrait tatillonne au sujet des anciens artefacts de pouvoir. Seul l'homme qui employait ses services était au courant. Et pour cause, puisqu'il s'agissait du bâtard en personne, Pierre Cordwaine de Cosigan, le précédent capitaine de la compagnie. Gérard de Rais ne saurait dire s'il appréciait de travailler au service de son ancien commandant. Dans un sens, c'était comme enfiler de vieilles bottes, confortables et familières. Mais on aurait également pu croire que Dieu profitait de l'occasion pour lui rappeler qu'il n'était qu'un chef au rabais. De bonne lignée, sa maison ne revêtait pas le prestige de celle du bâtard. Bon combattant, il n'était pas aussi adroit avec une lance de joute. Fin tacticien, il lui manquait la diplomatie, maire des batailles remportées sans combattre. Cosigan, pour sa part, était issu du plus puissant comté de Bourgogne. Par sa grand-mère, il était affilié à la famille des ducs. Ce putain d'enfoiré. Sans compter qu'il se trimballait 2 ou 3 pouvoirs anciens, dont le moindre, Gérard de Rais en était persuadé, semblait d'être tombé dans une potion de charme quand il était môme. Le capitaine breton ignorait ce qu'était la honte. Il aimait bien le bâtard, mais à chaque fois que le destin lui faisait du mal, il ne pouvait s'empêcher d'en ressentir une certaine satisfaction. Était-il mauvais pour autant? Oui, un peu, sans doute, mais cela le faisait sourire. En tout cas, en tant qu'employeur, le bâtard payait rubis sur l'ongle et en avance. Aux yeux du condottière breton, cette qualité-là effaçait tous les défauts du monde. Achevant rapidement la rédaction du rapport, De Rais ajouta une note personnelle avant de sceller la missive de cire noire et d'y apposer son sceau. « Et voilà, ex-capitaine, tu vas pouvoir juger. Ça s'est passé tranquillement et on a fait du bon boulot. » Relevé de la pierre d'Ocma de Gérard de Rais, comté de Cosigan, château de Maulne, la veille, le 26 mars de l'an de grâce 1365, 3e heure de la nuit. « Tu merde !» L'acier de mon surin ressort de la gorge du spadassin qui a tenté de me prendre à revers. Je dévie son jet sanglant vers le mur pour éviter d'être aspergé et escorte son corps jusqu'au sol. Un aller-retour de ma lame sur ses vêtements. 3 battements de cœur de silence pour vérifier que personne n'a entendu. Mirette grande ouverte. Tous les sens en alerte. Me sauter dessus du côté de mon œil valide, c'était pas la meilleure idée qu'il ait eue, hein, ce poissard. Cotel murmure. T'es blessé, Gérard? Je fais non de la tête. À côté de moi, la faible lueur rouge de sa lanterne aveugle peine à éclairer le couloir. Le gargouillis du clamsé achève de se tarir. Par signe, le semi-homme m'informe que c'était le seul homme d'armes de l'étage. Mais il y en a au moins 12 comme lui au rez-de-chaussée. Il ferait pas bon qu'il nous tombe dessus en même temps, hein. Sans compter que, dans les affaires qui sont les nôtres, les sales surprises sont plus nombreuses que les cratères sur la trogne d'un vérolé. Le plancher de chêne massif ne grince pas. C'est un bon point. Je fais signe au roublard de jeter un œil aux 2 pièces qui nous séparent de la chambre où piote la gamine. Il s'avance, agile comme une fouine. Une lampée d'huile pour éviter que les gonds couinent. Une ouverture fluide. Un bref regard. Personne dans la première. Pareil pour la seconde. Pas un rat. Ça nous prend un peu de temps, mais on sera plus tranquille. Cotel rejoint la dernière porte, celle de la môme. Je le suis de près. Il me jette un regard pour obtenir l'autorisation. Je fais oui du menton. Il clenche la poignée et grimace. En langage des signes, ses doigts me rencardent que la serrure est fermée à clé. Je n'en reviens pas. En sécurité au milieu d'une maison forte remplie de gardes jusqu'à la gueule, et la merlette trouve encore le moyen d'être méfiante. Franchement, la confiance se perd, hein. Cela étant, quand on sait de qui elle est la fille,
Faut croire que les chats ne font pas des chiens. Cotel dégaine ses tiges de crochetage. Il m'affranchit qu'il en a pour une centaine de battements de cœur et me demande si c'est bon pour moi. Je hausse les épaules. Évidemment que c'est bon. Mes mains l'interrogent sur ce qu'il attend pour s'y mettre. En général, je penche plutôt pour l'ouverture des portes récalcitrantes à grands coups de sâton, mais dans le cas présent, faudrait qu'on attelle le lit sans réveiller la gamine, histoire d'éviter qu'elle se mette à jouer les cornes de brume. J'approche ma lanterne de la serrure pour observer le maestro à l'œuvre. Il n'est pas plus grand qu'un gosse, mais faut reconnaître que l'artiste a du doigté. Une dizaine de manœuvres, un clic doux et silencieux. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Il chuchote. Désolé si j'ai été un peu long. Crâneur. Nous entrons à pas feutrés. La fenêtre laisse filtrer quelques rayons de lune par les interstices des volets. La tête de la petite dépasse des draps avec son bonnet de nuit en dentelle, son pouce vissé dans le bec et une poupée de chiffon aussi serrée dans ses bras que si elle voulait l'étrangler. C'est mignon. Seulement quand ça dort, les chiards. J'avance de 2 pas, mais la présence d'une respiration supplémentaire dans la pièce me fait tiquer. Je me fige et fouille les ombres du regard. Puterelle, un clébard de garde. Je discerne sa silhouette. Un mastard énorme qui ronflotte sur la descente de lit à droite. Sale coup. Bon, je contourne par le versant ouest en priant pour ne pas pénétrer par effraction dans les rêves du bestiau. Et surtout, pas un bruit qui lui irrite le tympan. Va falloir embarquer la gamine en douce. 1 pas, 2 pas, 3 pas, j'arrive à hauteur de ses épaules. La môme bouge, la tête dans son sommeil. Elle tourne le visage vers moi comme si elle sentait ma présence. La poisse. Elle ouvre les yeux. Son regard croise le mien et s'écarquille. Sa bouche s'élargit. Je me précipite pour la lui boucler, mais elle parvient à me mordre et à libérer ses lèvres. Son cri strident me casse les oreilles. Et merde! Plus le temps de réfléchir, je l'enchoppe et l'arrache aux couvertures. Mais du coup, je n'ai plus de main pour la bâillonner et elle braille de plus en plus. Et elle braille de plus belle. Pas le choix. D'une baigne, je la renvoie discuter le bout de gras avec Morphée. Un peu tard. De l'autre côté du pieu, le dog est debout, vaguement sonné par le réveil. Curieusement, il n'a pas l'air très amical. Il gronde et râle méchamment. À vue de pénombre, c'est une saloperie de pugnace de Bretagne. Yeux noirs tirant sur le rouge, grognant, mastoc comme un sanglier. La bestiole paraît aussi commode qu'une mère maquerelle à qui on vient demander l'une de ses filles en mariage. Et les gardes en bas ont dû capter les cris. Il faut se barrer d'ici. Gentil, le cabot. Tu parles. Je viens de bousiller son sommeil et j'ai collé une torgnole à sa maîtresse. Il y a peu de chances que ça le mette d'humeur joyeuse. Dans un mouvement brutal, le tas de muscles bondit sur le lit qui nous sépare, droit sur ma poire, dans l'intention de me déchirer la gorge. Pas le temps de rien, à part jeter la gosse de côté et protéger mon gosier. J'enfile le seul truc disponible dans son sac à crocs, à savoir mon bras. La masse et l'élan me renversent. Je m'emplafonne le mur de derrière. Le choc, plus de souffle, me voilà au sol. Putain, 140 livres de sauvagerie. Sa gueule gavée de canines et d'haleine fétide déchire le cuir qui protège ma chair. Ça saigne et ça lacère comme un étau de l'Inquisition. Putain de poignard, je n'arrive pas à le choper. J'aurais mieux fait de buter le cabot en premier. Tue Dieu, Cotel, t'attends quoi pour le déglinguer? Je distingue le semi-homme approcher sur les arrières du clébard. Magne! Ces 2 sur 1 poinçonnent simultanément les entrecôtes de la bête, mais pas assez. Il en faut davantage pour faire calancher un tel molosse. Le monstre recrache mon bras et bondit à rebours, cherchant à niaquer son assaillant. Cotel n'a pas d'armure. S'il se fait choper, il va se faire déchiqueter. De toutes mes forces, je retiens le clébard par l'arrière-train et le bloque dans son élan. Je me cramponne. Chiotte de Judas! Trop nerveux, trop puissant, ce démon aboie comme un damné et m'échappe en labourant ma trogne et mon torse de ses pattes de derrière. Je saigne. J'ai au moins réussi à le déséquilibrer. Il rate Cotel d'un cheveu et se mange 2 autres coups de lame au passage. Je me redresse. À mon tour de lui sauter dessus. Dans son dos, en bloquant sa gueule au creux de mon coude, pour lui tatouer ma dague bien profond dans les reins. Une fois à droite, une fois à gauche, pas de jaloux. Il rue comme un taureau, je tiens bon. Un coup dans les parages du cœur.
Je le sens faiblir. Il lâche un gémissement. Son sang noirâtre m'inonde de plus en plus. Cotel se rapproche et le perfore à la gorge. La vie le quitte. Mes mains le repoussent. Odeur d'urine et de mort. Il s'affale, la patte agitée de tremblement. Moins d'1 minute de baroude. Pour la discrétion, on repassera. On peut encore se faire la belle. La gamine est toujours dans les vapes, je la récupère. Direction l'escalier, vers le haut. En croisant les doigts pour que personne n'ait repéré la corde qui pend dans le vide au sommet de la tourelle. On ressort à peine dans le couloir quand Cotel agrippe mon poignet. Des pas en approche sur le point de déboucher sur le palier. Les soldats de garde. Ça nous interdit de gagner le colimaçon. Les autres, ceux qui padgeaient à moitié dessapés quand la gamine a hurlé, rappliqueront dans quelques minutes. On a peut-être une chance si on se débarrasse des premiers fissas. On se replie en catastrophe dans la piaule. Je gueule pour essayer de les flouer. « Par la fenêtre !» en faisant signe à Cotel d'ouvrir la lucarne comme si on s'était taillé par là avant de se planquer derrière le lit. Je serre la gamine inconsciente et me cache aussi dans les ombres de l'armoire. 2 piquiers, au basque d'un sergent d'armes, s'engouffrent, braillant toute leur bravoure dans la pièce, à moitié aveuglés par leur propre torche. Ils découvrent le cabot cané, la disparition de la fille et le volet grand ouvert. Le froid s'engouffre et ces sautards se précipitent. Tant pis pour eux. Un pas. Mon poignard frappe sèchement la nuque de celui qui ferme la marche. Toujours garder derrière soi. Cotel dispose du sien. Les deux s'effondrent, garantissant souffrance. Le sergent, lui, a eu le temps de se retourner et de se mettre en garde. Je lis la trouille dans ses yeux, mais il est prêt à défendre sa peau et il n'a pas l'air trop manchot. Je le tiens en respect, tandis que Cotel entame un mouvement tournant. Si on perd trop de temps, les ronforts vont se radiner. Le type le sait, je le sais, tout le monde le sait. D'un signe, j'intime au semi-homme de s'arrêter. On n'a pas l'intention de te planter, soldat, ni de rester ici jusqu'à Pâques. Jette ton arme par la fenêtre et faudra qu'on se barre en courant. Tu crèveras pas, t'as qu'une seule chance. T'en dis quoi? À peine 2 battements de cœur de réflexion, le type recule jusqu'au mur et jette son épée dans le vide, ses yeux inquiets fixés sur nous. Je me précipite pour le trucider. Mais il esquive ma lame et se réfugie dans le coin le plus éloigné de la porte en hurlant des insultes. Je perdrai au moins 20 secondes à lui faire rendre gorge. « Allez, retraite !» Couille de Judas, la môme se réveille. Et elle se débat, la petite sagouine. Tant pis pour elle, je resserre mon étreinte. Elle crie et sanglote, ma main en guise de bâillon. On pulse comme des dératés jusqu'au colimaçon. Ça bugle plus bas dans les escaliers. La petite chiale et s'étouffe à moitié. Les autres gars ont fini de s'équiper et sont en train de monter. On n'a qu'une poignée de secondes d'avance. On commence à gravir. Le sergent des armées hurle des mises en garde à ses camarades. Les spadassins sont tout près. Ils nous collent au cul, à peut-être 10 marches de distance. J'arrache l'une des torches qui éclaire la courbe des murs et la balourde derrière nous m'en ricochet. Le bruit et la flamme tournoyante leur font peur. Ça les stoppe et plonge une portion de l'escalier devant eux dans le noir. Ça devrait suffire. Tout juste. On atteint le plateau en haut de la tour. La tyrolienne qu'on a installée plus tôt est fidèle au poste. Qu'un coup, Janvier et nos autres arbalétriers doivent être en position à l'extérieur. Ils nous couvriront. Ce n'est plus très gênant que la gamine hurle à la mort maintenant. Mais je préfère quand même la renvoyer au pays des songes d'une mornif bien sentie. J'ai horreur qu'on me braille dans les esgourdes. Bonjour, je suis Sabrina Liv-Bardon de la chaîne littéraire Saban Live. Maintenant que les 3 préludes sont posés, on attaque l'analyse. Cosigan, le printemps de sang, de Fabrice Cerruti, aux éditions Mnemos. Alors, dans le prélude 1, on est à la cour de Bourgogne, le matin de l'anniversaire de Morgiane, 3e fille du duc Philippe le Hardi. Dame Guillemette lui apporte une ceinture de chasteté.
Et ce n'est pas juste un détail médiéval. Cerruti pose d'emblée la pression sociale, le contrôle du corps féminin et la place politique des femmes dans la noblesse. Et surtout, ce moment, qui semble anodin, prépare quelque chose d'important pour la suite. Cerruti ne met jamais un détail au hasard. Le prélude numéro 2, qui se passe au château d'Harcourt le 19 mars 1365, on est ici dans les coulisses du pouvoir. Le bouffon surprend Olivier de Montfort sortant de la chambre d'une jeune dame. Dans une cour médiévale, ce genre d'information, c'est une arme, un levier, un moyen de pression. Cerruti montre comment le pouvoir se joue dans les couloirs, dans les secrets, dans les failles humaines. Et ce petit événement va compter. Vraiment. Et le prélude 3 se passe dans le comté de Troyes, le 27 mars 1365. Changement d'ambiance, Gérard de Rais, capitaine des loups et ami de Cosigan, enlève une gamine et organise des rites magiques. Là, on quitte la politique pour entrer dans l'occulte. La magie n'est pas un décor, elle est au cœur du conflit. On sent que des forces anciennes sont déjà en mouvement et que ça va peser lourd dans l'histoire. Alors, les 3 préludes d'ici forment un triptyque très malin. La politique intime, Morgiane, la politique stratégique, le secret d'Olivier de Montfort, et le politique occulte, les rites de Gérard de Rais. 3 fils qui vont se croiser. 3 tensions qui annoncent la suite. Cerruti pose ses pions comme un maître d'échecs. Alors, moi, je ne savais même pas que Le Printemps de sang faisait partie d'une série, et pourtant, je l'ai lu sans jamais me sentir perdu. Pas de rappel lourd, pas de résumé déguisé. Cerruti nous fait confiance et ça change tout. L'intrigue se tient parfaitement seule, tout en donnant très envie de poursuivre quand même. L'histoire se déroule en 1365, en plein Moyen-Âge, au cœur d'une Europe fracturée par la guerre de Cent Ans. La France, l'Angleterre et la Bourgogne jouent déjà un jeu politique explosif. Et ce n'est pas un hasard si tout sonne juste. Dans le civil, Fabien Cerruti est professeur d'histoire. Il sait exactement de quoi il parle et ça donne à son univers une vraie cohérence. Alors moi, ce qui m'a séduite d'emblée, c'est la manière dont il compte le temps. Vous avez pu remarquer, il ne le compte pas en secondes, mais en battements de cœur. Alors c'est une idée simple, mais qui donne un rythme nerveux, organique, presque physique. Au centre du récit, une guerre de religion orchestrée par un vieux mage décidé à empêcher la chrétienté de devenir dominante. Il manipule rois, duchés et vieilles lignées pour ramener au premier plan les croyances des peuples anciens. Le tout avec une finesse politique qui rappelle les meilleurs romans historiques. Les dialogues claquent, les personnages existent, les alliances et mésalliances s'enchaînent avec une logique implacable. Et l'univers est un mélange parfaitement maîtrisé de fantaisie héroïque et de Moyen-Âge. Il y a des dragons, des chevaux ailés, de la magie, des batailles et des intrigues de cour. Et tout ça n'est pas gratuit, rien n'est décoratif. Alors pour moi, j'ai trouvé que c'était de la très bonne fantaisie française, on n'a rien à envier aux anglo-saxons, on ne s'ennuie jamais, le rythme, les enjeux, les personnages, tout est à sa place. Bref, c'est un tome qui se lit seul, mais qui donne furieusement envie de continuer. Un vrai plaisir de lectrice. Et, petit plus, pour replacer Cosigan dans un cadre plus large, je t'invite à écouter, toi, auditorice, le podcast France Culture sur les mondes et les peuples de la fantaisie. On y entend notamment Stéphane Marsan, donc le cofondateur des éditions Mnemos, qui revient sur la manière dont la fantaisie française s'est construite, entre héritage médiéval, mythologie européenne et volonté de proposer autre chose que les modèles anglo-saxons. C'est passionnant et ça donne un éclairage supplémentaire sur ce que fait Cerruti, une fantaisie enracinée dans l'histoire, mais jamais prisonnière d'elle. J'espère t'avoir convaincu, t'avoir donné envie de lire ce livre, envie d'aller écouter le podcast. En tous les cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à liker, commenter, partager et surtout, abonne-toi pour de nouvelles aventures.